cœur un lion de la Teranga. On peut penser que son club West Ham a fait pression. Ils ont mis la pression pour pas qu'il parte. Donc c'est vrai que c'est un jour important là-bas. Mais bon, en sélection, on a besoin de tout le monde. Donc là, il n'est pas venu. Donc là, pour Alain Giresse, ça va se compliquer un petit peu, je pense. Grosse déconvenue donc pour les Sénégalais, même si ils peuvent argumenter qu'ils auraient pu bénéficier d'un penalty quand même, alors que le score était de 1-0. Ah, ça vous avait échappé, Nasser. Ah bon? Non, je n'avais pas vu. C'est bon l'arbitre, hein. L'arbitre est très très bon. Hein. C'est Mostefa qui fait quand même une faute. Et il a arraché le maillot complètement. C'est Medjani, pardon. Medjani qui a arraché le maillot de Sadio Mané. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce genre de fautes dans les surfaces de réparation. En fonction des angles, on ne voit pas la même chose. Mais il y a quand même un angle qui, je crois que c'est celui-ci, qui montre quand même que, regardez, ça aurait pu, on en a vu siffler quand même. Un petit contact à l'africaine. Tu sais, ça se passe souvent en Afrique comme ça, tu vois. Ouais. Bon, mais pas ça sur le compte de l'Afrique. Là, il a bien joué le coup parce qu'il tombe en même temps. Donc c'est comme si en fait il s'accroche. Mais il a super bien joué le coup de l'accrocher et puis de tomber en même temps. Ah ouais, il a bien joué le coup. Je l'avais pas vu. Surtout parce que l'arbitre ne l'a pas vu. Je l'avais pas vu du tout. J'ai pas fait gaffe. Shérif non plus. Et Messaoud non plus. Faute objectif, il y a faute. Mais bon, maintenant l'arbitre n'a pas sifflé. Mais bon, il faut être un minimum objectif. C'est vrai qu'il est retenu par le maillot. Ouais. Il est retenu par le maillot. Il faut le cinquième arbitre. Beaucoup de coups du sort quand même pour cette équipe du Sénégal aujourd'hui, qui a également perdu Cheikh Mbeng assez rapidement dans la partie. Des images extraordinairement spectaculaire et inquiétante dans un premier temps, hein, sur un choc frontal. Mbeng, le Rennais, qui va avoir le crâne fracassé, qu'on a vu presque dans un état chancelant sur le bord de la touche et en sang surtout. Hein. Impressionnant. Hein. Ouais, c'est des images qu'on n'aime pas voir ensanglanté comme ça. C'est jamais très beau. J'espère qu'il a rien ou que ce soit pas trop grave parce que là... Ouais. Il est complètement KO, quoi. Ouais, il a terminé debout. Il est sorti quand même debout, finalement, remplacé par Pape Souaré. Voilà, donc le Sénégal, l'actualité au Sénégal va continuer hein, dans les jours qui viennent, fatalement, parce que cette élimination, même si c'était dans un groupe assez difficile, va certainement faire couler beaucoup d'encre. Et donc le Sénégal est éliminé. Pourquoi? Parce que le Ghana est passé devant. Au tout dernier moment, à un quart d'heure de la fin, le Ghana était dernier du groupe. Et à la fin, ils sont premiers, les Black Stars. Ils ont renversé la vapeur face à l'Afrique du Sud. On va revoir les grands moments de ce match avec Lilian Gatoun. Pour ne pas gamberger, les Ghanéens doivent gagner. Donc pour ne pas douter, eh bien, ils doivent évidemment marquer le plus tôt possible, ce que c'est de faire actuellement le capitaine André Ayew avec ce coup de tête sur coup franc qui passera juste à côté des buts de Nalan Kouzmayo, le troisième gardien utilisé par l'Afrique du Sud dans ce tournoi. Les frères Ayew, on l'a dit, en vogue évidemment dans cette formation. Jordan aura également une occasion, mais c'est surtout sur une contre-attaque finalement que les Sud-Africains vont surprendre les Black Stars. 17e minute, vous le voyez, avec ce coup de patte de Mandla Massango, le joueur des Kaiser Chiefs, qui n'avait joué que 5 minutes dans ce tournoi. Et cette reprise de volée qui surprend Bizam Razak. Et donc, forcément, ça fait 1-0 pour les Bafana des Sud-Africains, habitués à ouvrir le score dans ce tournoi. Ce qu'ils ont fait contre l'Algérie, ce qu'ils ont fait également contre le Sénégal, sans pouvoir empocher les victoires. On revoit encore une fois ce geste superbe, limpide pour ces Sud-Africains qui manquent un petit peu de jus. Mais les Ghanéens vont essayer de contre-attaquer avec là aussi une frappe puissante. Elle est signée Babaraham. C'est directement sur le gardien. Dommage, c'est une des rares tentatives de ces Black Stars en première période qui n'ont inquiété vraiment la défense sud-africaine que sur de rares coups de pied arrêtés. On a du mal à construire le jeu et à trouver notamment l'avant-centre, la pointe, Gian Asamoah, le buteur patenté qui reste sur 6 victoires, 6 matchs, 6 buts lors de ces 6 derniers matchs avec le Ghana. Nouvelle offensive, vous le voyez dans les dernières minutes de cette première période avec toujours ce jeu sud-africain. On ressort le ballon, le centre et cette fois la tête de Douloula. C'est boxé par le gardien ghanéen. Encore une superbe occasion, toujours en contre pour ces Bafana entraînés par Ephraim Bachaba. Il faut dire que le Ghana n'a pas battu les Sud-Africains en 3 tentatives en Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième période qui attaque avec le même scénario et encore une fois des Ghanéens à l'attaque. On vient de voir le coup franc non cadré pour Gian Asamoah. Mais derrière, on tente, on pousse comme ici le tir d'André Ayew qui finit finalement dans les pieds de John Boy, l'ancien défenseur du Stade Rennais qui venait de rentrer pour suppléer. Daniel Amarté est sorti sur blessure.
Ça fait un but partout avec ce tir raté donc pour André Ayew, tout de même décisif puisque c'est une passe pour John Boy, son défenseur qui était resté aux avant-postes pour venir égaliser à un but partout. La rencontre va alors clairement s'équilibrer. On va faire entrer des forces offensives du côté des Black Stars. Les Black Stars qui sont dans tous les bons coups avec notamment le ballon qui arrive ici. On est dans les secondes qui ont suivi le but égalisateur. C'était Kwesi Appiah, un joueur de 4e division du côté de Cambridge en Angleterre qui trouve ici le poteau de Nalla Kuzwayo, le gardien sud-africain. C'était la balle de la qualification pour les Black Stars qui continuent de pousser, qui finalement à la 83e minute trouve enfin ce deuxième but synonyme de quart de finale sur ce coup de tête signé du Marseillais André Ayew, le patron, le leader technique de cette formation des Black Stars qui reste sur 4 demi-finales en Coupe d'Afrique des Nations. Ils auraient pu passer à la trappe. Eh bien non, grâce à ce magnifique coup de tête signé André Ayew, ça fait 2-1 pour les Black Stars. Un but synonyme de quart de finale et de première place du groupe pour ces Ghanéens qui sont donc passés par toutes les émotions dans cette rencontre de la 4e place à la première dans ce groupe. Cette Coupe d'Afrique des Nations est complètement folle pour les Black Stars qui se qualifient pour les quarts de finale. Le Ghana d'Avram Grant qualifié donc sur le fil. Quand on dit sur le fil, c'est vraiment sur le fil. On se rappelle qu'ils avaient battu l'Algérie dans les arrêts de jeu. Là, ils gagnent à la 83e. C'est vrai que c'est passé tout près pour les Black Stars. Mais l'Afrique du Sud, c'est les 3 mêmes matchs, hein, 3 mêmes scénarios. 3 fois de suite, ils ont ouvert le score. Et 3 fois dans les 20 dernières minutes, ils ont complètement explosé. C'est dommage parce que dans le jeu, dans l'organisation, ils étaient là, ils ont toujours été là, ils ont pesé sur tous les matchs. À un moment même, ils étaient même assez convaincants. Et en 20 minutes, ils ont retourné complètement leur... C'est incroyable ce qui s'est passé pour eux. C'est une jeune équipe, hein, les Bafana Bafana. Ils auront le temps de faire des choses intéressantes dans les années qui viennent. Cette équipe du Ghana, avec ses leaders habituels, ceux qu'on connaît, comme André Ayew qui a encore marqué le but de la victoire, c'est une équipe très régulière, Kaba. 4 demi-finales de suite minimum. Les 4 dernières cannes, ils sont allés au moins en demi-finale. C'est une des grandes valeurs sûres. Hein. Exactement. En fait, c'est les Allemands de l'Afrique. Ils sont pas beaux à avoir joué. Ils déjouent même des fois. On s'attend à chaque fois à des grandes envolées techniques. Mais voilà, ils séduisent pas, mais ils gagnent. Et là, avec ce petit bonhomme-là, André Ayew, il est là dans les grands rendez-vous. Il lâche rien. Il vient mettre son coup de tête. Il est régulier, il a faim. Et puis là, il joue pour son pays. Donc il a tellement faim. Regardez-le, il est vraiment, à chaque fois qu'il part en sélection, il joue sa vie, lui. Et ils ont des valeurs morales, on l'a vu avec ses retournements. Le Ghana aussi, vous soulignez les 4 dernières cannes, mais il ne faut pas oublier aussi la dernière Coupe du Monde où ils avaient été quart de finaliste. Et là, on voit que c'est une équipe, même si elle n'a pas un jeu collectif très, très rodé, mais elle a des individualités, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent faire la différence. Et surtout, on voit que c'est une équipe qui est... One, two, three, vive l'Algérie! Quart de finale! One, two, three, vive l'Algérie! Oh là là, Hervé, il y a quelques jours, je t'ai entendu dire sur ce plateau, Zahma, l'Algérie, elle a perdu contre le Ghana, mais on a fait exprès. C'est pour le suspense. Mais oui, mais tu vois, c'est comme dans le film Titanic. Si le bateau il coule au début du film, c'est plus intéressant. Mais oui, tu n'as pas vu comment on a survolé le match contre le Sénégal? On les a battus 2-0. On dirait que c'était l'équipe de France contre les îles Féroé. Si le Sénégalais t'avait donné ça, viens le chercher maintenant. Viens le chercher, c'est toi qui dois sécher les larmes. Ouais, non, on est les meilleurs. Par conséquent, j'aimerais solennellement demander à monsieur Seb Blatter que le Fennec de l'Algérie puisse participer à la Coupe d'Europe, direct. C'est notre niveau direct. Bien sûr, avec le visa pour les supporters algériens. Ah ouais, on est les meilleurs. Tu as vu comment on s'est baladé dans le match avec le Sénégal? On s'est tellement ennuyé. À un moment, on a fait de la couture. Montrez les images. À un moment, on a fait du design. On a redesigné les maillots tunisiens. Regardez. On s'ennuyait tellement. À un moment, allez, on va faire un peu de... voilà, ça va nous occuper. On a fait du relooking. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. One, two, three. Vive l'Algérie. Oh là là, c'est magnifique.
Jazaïr. On est les meilleurs. Même Cristiano Ronaldo, il veut devenir algérien. Mais oui, il se fait appeler Cristiano Omardo. Omardo, il m'a tué. Omardo m'a tué. Il a demandé la nationalité algérienne, mais on a refusé. Parce que Cristiano Ronaldo, il peut gagner 1 ballon d'or, 2 ballons d'or, 3 ballons d'or, mais un titre, il ne pourra jamais gagner. C'est la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, elle est réservée aux Fennecs qui mangent du lion. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Bon. Il a quand même oublié les 2 mouchards qu'il m'a donné la dernière fois quand même. Ouais, mais c'était pas lui, c'était Phil Darwin, le Congolais, rien à voir. Mais okay. Vraiment rien à voir. On va écouter Alain Giresse, la première réaction du sélectionneur de cette équipe du Sénégal, éliminée ce soir par l'Algérie et surtout par le Ghana. Juste une question. Le culot qui vous a manqué durant cette compétition, est-ce que vous allez l'avoir aujourd'hui pour pouvoir démissionner bien avant d'arriver au 8 février, à la fin de votre contrat? Je suis en fin de contrat. Le micro. S'il vous plaît. Si vous parlez de la situation contractuelle, je suis en fin de contrat. Allez, vous démissionnez ou pas? C'est ça la question. J'ai fini mon contrat. J'ai terminé. Ça... Je pense que la réponse est assez claire. Ici, devant. Non, attendez. On vous parlait, on vous dirait que ce serait chaud. Effectivement, il y a une agressivité incroyable quand même. Et effectivement, il n'a pas démissionné puisque son contrat s'arrêtait à l'élimination du Sénégal. Ouais, c'est ça, la conférence de presse, là, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire, il sort à peine du match, il est encore à chaud. Donc là, il se fait agresser, quoi, directement. Il pose la question. Il n'a pas le choix. On va rester dans l'ambiance. Avec demain, vous savez que demain on connaîtra les 2 derniers quarts de finalistes et il y aura de la casse parce qu'il y a des gros qui vont jouer. Regardez, dans ce fameux groupe, tout le monde est à égalité pour l'instant. Le Cameroun qui rejouera contre la Côte d'Ivoire, la Guinée face au Mali, ce sera à 19h. Tous à égalité jusqu'à présent. On vous rappelle que ça pourrait se jouer au tirage au sort, ce qu'on ne souhaite pas. Et puisqu'on parle d'ambiance, on vient de voir ce qui s'est passé à l'instant dans la conférence de presse post-match du Sénégal. Eh bien, c'est également l'ambiance au Cameroun entre la presse camerounaise et le sélectionneur, mais pas seulement. Vous allez voir, ambiance incroyable vraiment en conférence de presse aujourd'hui. Reportage Vincent Raduro, Cyril Domenico. Ce matin, au stade de Malabo, conférence de presse du Cameroun à la veille de son match décisif contre la Côte d'Ivoire. Sont présents le sélectionneur, Volker Finke, et son capitaine, Stéphane Mbia. En face, des journalistes camerounais particulièrement remontés. Visiblement, ils ont une dent contre le coach. Extrait. La plupart des Camerounais vous détestent. Est-ce que demain, si le Cameroun n'arrivait pas à gagner, ce que nous ne souhaitons pas, est-ce que vous allez finalement démissionner ou vous allez continuer à attendre qu'on vous chasse? Non. Vraiment, je suis complètement concentré sur le match. C'est tout. À en croire les journalistes, c'est donc tout un pays qui déteste son sélectionneur. Que lui reproche-t-on exactement? Certes, Volker Finke était déjà en place lors du fiasco de la Coupe du Monde, mais il a conservé son poste et il est parvenu à qualifier le Cameroun pour la CAN. Seulement voilà, depuis le début de la compétition, les Lions indomptables ont concédé 2 matchs nuls contre le Mali et la Guinée, 2 résultats décevants et les fantômes du passé ressurgissent. On parle évidemment de l'absence de Samuel Eto'o et de l'influence du nouveau capitaine Stéphane Mbia. Coach, est-ce que vous acceptez tout ce que votre capitaine vous demande? Mais ça, c'est une question un petit peu bizarre parce que vraiment, chacun a son rôle. Dans le foot, c'est comme ça. En fait, le vrai problème, c'est que Volker Finke ne fait pas jouer Clinton N'Jie, le prometteur attaquant de l'Olympique lyonnais, celui que les Camerounais attendent comme le nouveau Messi. Quelqu'un comme Clinton peut nous apporter un plus offensivement. L'absence de Jay Clinton, ce n'est que les erreurs de l'entraîneur parce qu'il ne maîtrise pas ses joueurs. Est-ce qu'il y a un problème, Jay Clinton, dans les Lions? Nous ne sommes pas contents. Je vois qu'il y a beaucoup de bruit, mais le football, ce n'est pas un voting. C'est ça. Et si Clinton N'Jie ne joue pas, c'est parce qu'il se serait accroché avec son capitaine. Et du coup, le pauvre Stéphane Mbia concentre toutes les critiques. On lui reproche manifestement son influence dans le groupe, mais aussi son rendement insuffisant sur le terrain. En conférence de presse, les journalistes sont toujours aussi directs. Moi, j'ai l'impression que le problème, en fait, c'est Mbia.
Non, je pense pas. Je pense que le plus important, c'est les résultats. Et sur le terrain, non, je pense pas que le problème soit moi personnellement. Bref, une conférence de presse un peu surréaliste pour un nouveau psychodrame chez les Lions indomptables. Ambiance, quand on voit ce que subit Alain Giresse juste après le match et ce que subit Volker Finke juste avant le match, c'est assez incroyable, hein, c'est surprenant. Hein. Est-ce que c'est surprenant ? C'est là où on voit que vraiment en Afrique, le football tient une place super importante et que vraiment il en va de la nation. Donc on part à la CAN, mais c'est pour la gagner. En plus, quand on s'appelle les Lions indomptables, il faut absolument, au bout de 2 matchs, avoir 6 points. Et là, ils les ont pas et ils ne sont pas qualifiés. Donc c'est pour ça que ça craint. Ils sont coutumiers de ce genre d'ambiance, notamment au Cameroun. Il n'y a pas qu'au Cameroun. On vient de le voir avec le Sénégal. On sait qu'en Algérie, c'est chaud aussi souvent. Mais au Cameroun, c'est le cas. On sent qu'il y a encore des tensions. On savait qu'il y avait des tensions entre Stéphane Mbia et Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o n'est plus à la CAN. Mais il y a encore des courants, on va dire. Hein. Mais... Je sais pas, il y a une fonction, il y a le sélectionneur national. Je veux dire, quand j'entends des propos comme ça, aussi vexants, humiliants, mettant les gens devant la place publique, je veux dire, à un moment, on se pose des questions. Réellement, si l'entraîneur national il est maltraité comme ça devant la presse, je me pose vraiment des questions. Quand je vois ça, franchement, ça fait très peur. Hein. Sérieusement, très peur. Bien sûr. Quand on voit ça, c'est un peu surréaliste. Il y a un minimum de savoir-vivre à avoir. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Chacun expose ses positions. Comme disait Alain Giresse, il est en fin de contrat. Après, il sera reconduit ou pas reconduit. Il n'y a pas besoin de le chasser au bout de 2 minutes. Il y a vraiment un manque de savoir-vivre manifeste. Pour revenir sur la situation des Lions indomptables du Cameroun, on parle de tension entre Clinton Ndje et Stéphane Mbia. On a le sentiment qu'il y a toujours des problèmes dans cette sélection camerounaise. Kaba Diawara, vous êtes guinéen, hein, vous n'êtes pas un spécialiste du foot camerounais, mais il y a toujours des tensions entre des personnalités, des individualités. Ouais, ça a toujours été ça au Cameroun. Hein, je veux dire, même quand ils gagnaient, mais bon, ça se voyait moins parce qu'ils gagnaient. Donc il y avait des garçons qui arrivaient à tenir un petit peu le groupe. Mais là, quand ils perdent, justement, ça part un peu dans tous les sens. Là, on dit que Clinton doit jouer alors qu'il est jeune. Donc ce serait bête de le mettre demain à son âge pour qu'il sauve la nation. Je veux dire, c'est un jeune attaquant qui voilà, il vient d'arriver, donc il faut le laisser arriver. Pas encore Samuel Eto'o. Voilà. C'est pas encore Eto'o, il faut qu'il prouve, il faut qu'il progresse. Là, ils lui mettent la pression sur lui et puis, bien sûr, sur le capitaine. Le Cameroun qui jouera donc demain contre la Côte d'Ivoire. Et côté ivoirien, c'est à peine mieux, la confiance. Mais vous allez le voir, les Ivoiriens, et notamment Hervé Renard, font plutôt profil bas. Reportage de Constance Pellegrin avec Cyril Domenico. Si j'étais journaliste, je pense que je titrerais « Bonjour tristesse ». Je suis méchant, mais c'est comme ça. Abattu, mais toujours là. Un début de CAN laborieux pour des éléphants qui piétinent. 2 fois menés au score, 2 égalisations en fin de match. Les hommes d'Hervé Renard ne sont ni convaincants, ni convaincus. On est simplement devant une équation qui est toute simple. Si on continue ce genre de mi-temps, on ne peut rien espérer. La Côte d'Ivoire, 3e nation africaine au classement FIFA, n'est pas celle que l'on attendait. Les 2 points pris in extremis ne suffisent pas pour un prétendant sérieux au titre. Pourtant, sur le papier, Hervé Renard peut s'appuyer sur des joueurs emblématiques. Un capitaine, quadruple meilleur joueur d'Afrique, Yaya Touré, loin de ses performances à Manchester City. Son nouveau coéquipier en club, Wilfried Bony, a acheté cet hiver 40 millions d'euros. Et Gervinho, le seul à poser de réels problèmes aux défenses adverses depuis le début de la compétition. Mais suite à un carton rouge, l'attaquant de la Roma sera une nouvelle fois absent. Après, il fallait tourner la page, remotiver le groupe, encourager mes coéquipiers pour qu'ils donnent tout pour qu'on se qualifie pour les 2 matchs qui arrivent. Mais sans Didier Drogba, la reconstruction est compliquée et une partie de l'effectif, trop jeune, manque d'expérience. Mali, on ne peut pas faire match nul. En cas de demander pardon à Drogba, va venir. Il nous manque. Le fait d'aligner Yaya Touré, Wilfried Bony, des noms comme ça cache un peu le reste. Mais quand vous prenez
Une équipe avec 50% de nouveaux joueurs, c'est difficile. Cette équipe de Côte d'Ivoire aussi a beaucoup de jeunes qui sont à leur première CAN. Donc voilà, à nous de leur inculquer la gagne, de beaucoup parler avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise déjà. Les Ivoiriens qui restent sur 5 quarts de finale consécutifs n'ont pas le choix. Contre le Cameroun, la révolte est obligatoire. Je ne me rappelle même pas, ça fait combien de temps que la Côte d'Ivoire n'a pas passé le premier tour. Donc voilà, c'est le match, je ne dirais pas de notre vie, mais c'est un match qui compte vraiment pour nous. Battus 4-1 lors des éliminatoires, les éléphants ont une revanche à prendre face aux lions indomptables. Une revanche qui a presque goût de finale. Et cette finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, cette finale de groupe en tout cas, elle aura lieu donc demain en direct sur Canal+ Sport. L'ombre de Samuel Eto'o au Cameroun, l'ombre de Drogba Didier en Côte d'Ivoire. C'est difficile de tourner la page des icônes, des immenses joueurs qu'ils ont été et qui sont toujours d'ailleurs. Ouais, c'est des joueurs qui pendant 10 ans ont porté leur équipe, donc ils ont toujours marqué les buts qu'il fallait, ils ont toujours été là dans les grands rendez-vous, donc maintenant il faut les remplacer. Je ne doute pas des qualités de Boni parce que c'est un très bon joueur, il cale les ballons, il a de la technique, mais c'est autour, il faut le mettre en confiance, il faut le mettre en valeur surtout, et là c'est pas du tout le cas depuis le début de la CAN. Hervé Renard rappelle que son équipe, derrière ces quelques stars qui restent, est une équipe jeune. Il a un management, il est assez dur avec ses joueurs depuis le début de la compétition. Il a un management différent, une communication différente des autres. Hein. Mais le problème pour tous ces entraîneurs qui viennent en Afrique, c'est déjà de bien analyser ce qui se passe. Moi, je pense que la vraie réussite qu'il y a eu dans les transferts d'entraîneurs en Afrique, ça a été Bruno Metsu. Moi, j'ai eu la chance de bien le voir fonctionner, travailler. Il a su trouver l'équilibre parfait. C'est pour ça qu'il a fait les parcours qu'il a pu faire. Et c'est vrai que pour les parfait, entre vous voulez dire le laisser aller un peu parfois, la gestion à la cool. C'est un moment, il faut trouver le juste milieu. Tu peux pas venir avec une rigueur et mettre la pression parce qu'ils la connaissent depuis qu'ils sont enfants. Renard, il connaît très bien la France et l'Afrique. Hein, oui, il connaît. Il est champion d'Afrique en titre avec la Zambie. Oui, mais les Ivoiriens, c'est pas les Zambiens. Les Zambiens, ce sont pas les Sénégalais. Ils ont chacun une culture bien propre. Ils ont des traditions. Il y a des rituels, il y a des choses à bien maîtriser. Tu ne peux pas arriver en tenant le même discours quand tu viens de Paris. Tu arrives à l'intérieur de ces pays-là, c'est très très compliqué. On le voit même dans les rapports qu'il y a avec les joueurs. Il y a des conflits, on ne va pas dire de culte, mais de régions. Il faut connaître bien l'Afrique, savoir qu'il y a des régions qui sont opposées à d'autres. Donc il y a des joueurs qui sont à l'intérieur et à qui la presse va lapider. C'est ce qui se passe actuellement partout. Ils ont pris 4-1 à Yaoundé en match de qualification. Les Ivoiriens, ça peut avoir une influence sur le match de demain ou est-ce que ça fait partie du passé ? Non, je ne crois pas parce que là, maintenant, on arrive au troisième match de la compétition. Il n'y a plus de calcul là. Même ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. Demain, il faut gagner, prendre 3 points et puis se qualifier. Alors, on a parlé de la finale Cameroun-Côte d'Ivoire, mais demain, c'est 2 finales. 2 finales en même temps qui se joueront, puisqu'il y aura en même temps, à la même heure, le match entre la Guinée et le Mali. Je rappelle que toutes ces équipes sont à égalité, donc elles ont autant de chances l'une que l'autre. On va commencer, bien sûr, par la Guinée, mon cher Kaba. Rappelez que c'est un derby, hein, quand même. Ce sont 2 pays frontaliers qui se connaissent par cœur, qui se connaissent bien. La Guinée qui a un jeu technique assez séduisant, qui a fait de bons résultats, qui a tenu en échec et le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Avant que vous nous en parliez, on va voir quelques images déjà de cette équipe qui est arrivée à Mongomo, la sélection, le Silé national, hein, comme on l'appelle, qui s'est donc installée sans faire de bruit à Mongomo. Les images de Mathieu Darnon. Et on va écouter François Kamano, le Bastier de cette équipe de Guinée, dans la foulée. Pour nous, le match face au Mali, ça sera comme une finale pour nous. Ça sera un grand challenge pour nous pour gagner ce match. Parce qu'on a vu, c'était un rêve pour nous. Moi et mon coéquipier, on regardait ces matchs à la télé. Je pense que ça sera un grand challenge pour nous de gagner ce match. Au point de vue taille, voilà, ils ont de grands joueurs de taille. Et physiquement, ils vont vouloir peser sur nous, mais voilà, nous, comme on a l'habitude de le faire, on joue simple et voilà, on joue au ballon. Rappelons dans quelles conditions la Guinée s'est qualifiée. L'équipe qui était montrée du doigt, c'était l'un des foyers du virus Ebola. Personne ne
ils pouvaient pas jouer chez eux, personne ne voulait les recevoir. Ils sont là à 90 minutes peut-être d'un quart de finale. Ouais, c'est quoi l'ambiance au pays, Kaba? L'ambiance est bonne parce que tout le monde y croit. Moi, je vois les reportages, les images, tout le monde est dans la rue, tout le monde est chaud derrière l'équipe. Donc là, je pense que voilà, on est à 90 minutes de gagner un match et puis de se qualifier pour le quart de finale. Ça fait longtemps que le pays n'y est pas allé, vu qu'en 2012, ils ont perdu au premier tour. C'est une équipe jeune, il n'y a plus les Fendouno. Bon, moi, je me suis arrêté, Baldé, Silla, donc on s'est mis un petit peu en retrait. Donc maintenant, il y a une nouvelle génération et ils jouent vraiment très bien. Et ce qui ne change pas, c'est le sélectionneur, Michel Dussuyer, 5 ans en poste, ce qui est long en Afrique. On a vu pourquoi, hein, avec parfois les conditions vis-à-vis de l'opinion publique. Michel Dussuyer, il est installé hein, là-bas, vraiment. Il fait un travail en profondeur, j'imagine. Il tient bon. C'est vrai que, après, il est critiqué des fois aussi parce que des fois, c'est un sport national en Afrique. Mais bon, voilà, ça fait 5 ans qu'il est là, il fait du bon boulot. Là, il manque vraiment un rien. Il faut qu'il bascule là vers ce quart de finale et après tout ira bien. Nous, en tout cas, on aura gagné parce qu'avec justement ce virus qui fait mal au pays, en passant en quart de finale, on va apporter une très bonne image et tout ira bien après. Mais face à la Guinée, il y aura demain le Mali. Le Mali qui rêve également. Ils ont raison de rêver puisqu'ils sont encore une fois à égalité. Le Mali, l'air de rien, 2e et 3e des 2 dernières éditions de la CAN, qui est un jeu physique. Hein. C'est une équipe assez costaud, hein, le Mali, avec des joueurs expérimentés comme bien sûr Seydou Keita que Mathieu Darnon a rencontré. On a beaucoup de respect pour cette équipe guinéenne parce qu'ils ont montré ces 2 matchs-là qu'ils avaient de la qualité, comme nous d'ailleurs, qu'on n'était pas inférieur aux autres. Donc ce serait un match très, très, très serré, très difficile. Après, qu'est-ce qui pourra faire qu'on pourra gagner ou ne pas gagner? C'est difficile à dire ça. C'est parce que si je savais, c'est sûr que là où je suis, je n'allais pas être inquiet. Mais bon, on est inquiet avant ces matchs-là parce que c'est un match décisif, un match important. Et surtout, les 2 équipes ont le niveau à peu près pareil, quoi. Il ne faudra pas rater ça. Demain, 19h, les 2 derniers matchs pour les 2 derniers quarts de finalistes. Tout le monde à égalité. On rappelle que si jamais il y avait match nul entre les 2 matchs, ce serait tirage au sort, la pièce. On espère qu'on n'arrivera pas là. On va regarder le tableau des quarts de finale. Il n'y aura plus que 2 absents. Alors, nous, on attend. Vous attendez, vous. Congo contre RDC. Congo-Brazzaville contre Congo-Kinshasa. L'Algérie, donc demain, attend. Tunisie, Guinée équatoriale. Et puis donc Ghana contre le 2e qualifié de demain. Ou premier. Et puis voilà, ça c'est les quarts de finale. Alors un mot quand même pour dire que la CAF a décidé de faire disputer tous ces quarts de finale à Malabo et à Bata. Dans un premier temps, les équipes devaient se déplacer pour certaines à l'est du pays. La Guinée équatoriale devait se déplacer, ça ne les arrangeait pas vraiment, ils n'avaient pas trop envie, et comme il y avait des problèmes de logistique, ils ont mis tout le monde d'accord, tout le monde à Malabo et à Bata, avec un changement d'horaire, 17h pour les premiers quarts de finale et 20h30 pour les 2e quarts de finale. Le Congo qui a donc pu quitter l'Est Bébéine pour aller à Bata, et Théo Schuster va suivre Claude Leroy et les Diables Rouges. Non seulement pendant tout ce voyage qui a duré 3 heures d'autoroute au milieu de la forêt équatoriale, mais on va rester au plus près de cette équipe du Congo qui est en train de créer l'une des sensations de cette CAN. Hervé, quand même, il y a un paradoxe. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nasser? Oui, je dis qu'il y avait un paradoxe dans les choix des quarts de finale. Le premier, le Ghana, qui va jouer le dimanche à 17h30 et le 2e va jouer à 20h30. Je pense qu'on a bien fait de finir 2e. Ouais. Ah, c'était tactique. C'est exactement ça. C'est 17h, hein. C'est pas 17h30, c'est 17h. C'est encore plus tôt, même une demi-heure plus tôt. On rappelle peut-être, on vous remontre les buts. On est désolé pour nos amis sénégalais qui nous regardent. On sait qu'ils sont nombreux également, mais on va vous remontrer ces 2 buts algériens avec l'ouverture du score de Riyad Mahrez sur cette grosse erreur d'alignement, d'attention de Stéphane Badji. Et puis le 2e but
de Bentaleb à combien de minutes de la fin? À la 82e. Avec un beau travail de Fegouli dans un premier temps, une frappe de Bentaleb, victoire de l'Algérie 2-0, et puis le Ghana a battu l'Afrique du Sud 2-1. Tiens, je vous l'avais promis, puisqu'on a quelques secondes, on va vous remontrer quand même le but de Chérif Oudjani. 1990, finale contre le Nigeria à Alger. L'Algérie qui va devenir championne d'Afrique des Nations pour la première fois et seule fois de son histoire. Cette frappe du droit de Chérif Oudjani qui bat le gardien nigérian. L'Algérie championne d'Afrique, c'était il y a combien? 90? 25 ans. 25 ans. Tunisie. Sport de frappe. Félicitations. Ça ne nous rajeunit pas. Pas du tout. Il y avait les cheveux à l'époque. Il avait beaucoup de cheveux, Chérif Oudjani. À la grande époque lançoise, il était frisé, il avait des cheveux de partout. C'est merci pareil à tous. Maintenant. Hein. Ouais, les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez? Merci en tout cas d'avoir participé. Merci Hervé. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne chance pour la Guinée demain, Kaba. Mais non, on soutient aucune équipe. On est avec tout le monde. On est pour le foot et pour le foot africain. Merci à Pascal Mathieu, Laurent Jaoui, Alex Piguet, Jérôme Mena, toute l'équipe. On se quitte comme toujours avec le Zap, le Viva Zap. C'est signé ce soir Mathias Manteghetti. On ne veut pas avoir de flash, s'il vous plaît. Normalement, il n'y a pas de photographie ici. À chaque fois, on le répète. La plupart des Camerounais vous détestent. Est-ce que demain, si le Cameroun n'arrivait pas à gagner, ce que nous ne souhaitons pas, est-ce que vous allez finalement démissionner ou vous allez continuer à attendre qu'on vous chasse? Mais ça, c'est une question un petit peu bizarre. Le capitaine aussi qui a une console dans sa chambre aussi. Et voilà, tu vois, je n'ai même pas fini de parler parce que hier on avait des soucis d'internet, là on a le problème d'électricité. Oui, meuf. Oh. On vous a proposé quantité de matchs. Oh le but incroyable, dans une position pas évidente, très statique. C'est toujours difficile de marquer comme ça.